On va aborder dans cette vidéo le sujet des couples de variables aléatoires. Voici le contexte. Imaginons qu'on considère une variable aléatoire grand X qui peut prendre un nombre fini de valeurs possibles qu'on va noter les x1, xn, et puis une variable aléatoire grand Y qui elle-même peut prendre un nombre fini de valeurs possibles, on va les noter les y1, yp. Si dans cette situation, on considère donc le couple grand X, grand Y, on est en train de définir aussi une variable aléatoire. Et pour toute éventualité petit oméga, la valeur de cette variable aléatoire, c'est un couple. Le couple est bien grand X de oméga, grand Y de oméga. Du coup, les valeurs possibles que peut prendre cette variable aléatoire, l'ensemble qu'on note donc, grand X, grand Y de oméga, eh bien ça va être l'ensemble des couples du type xi, valeur possible de grand X, virgule, yj, valeur possible de grand Y. Où eh bien, i varie entre 1 et n et j prend toutes les valeurs entières entre 1 et p. Une autre manière d'écrire cet ensemble, c'est de dire qu'il s'agit ici de grand X de oméga, croix, grand Y de oméga, où cette croix ici désigne le produit cartésien. C'est bien ça, hein, le produit cartésien de deux ensembles, c'est l'ensemble des couples qu'on peut faire avec ces deux ensembles. Essayons de nous représenter cette situation dans grand oméga, l'univers des possibles. On sait, quand on considère une variable aléatoire grand X, on l'a vu, qu'on peut considérer dans grand oméga ce qu'on appelle le système complet d'événements qui est adapté à grand X. C'est le système complet d'événements des événements du type grand X est égal à xi, où xi est une valeur possible de grand X. De sorte qu'à l'intérieur de chacun de ces événements, la variable aléatoire grand X est constante. Donc on peut ici considérer ce système complet d'événements pour notre variable aléatoire grand X à nous. Alors là, ici sur le dessin, on a fait comme s'il y avait 3 valeurs possibles, mais de base, il y a donc, d'après nos notations, n événements dans ce système complet d'événements. Et puis, bien évidemment, on peut aussi considérer le système complet d'événements, mais qui est adapté à la variable aléatoire grand Y. C'est un système complet d'événements qui n'a a priori rien à voir avec le premier et qui a en son sein P événements. Maintenant, le système complet d'événements qui est adapté au couple grand XY, eh bien, il est de ce type-là. En fait, dans ce système complet d'événements, chaque événement correspond à une valeur du couple grand X, grand Y. Par exemple, en haut à gauche ici, c'est l'événement qui dit que grand X vaut petit x1 et que grand Y vaut petit y1. Et de façon générale, chacun des événements qui composent ce système est du type grand X égale xi et grand Y est égal à petit yj. Autrement dit, à l'intérieur de chacun de ces événements, le couple xy est constant. Comme le nombre de valeurs possibles de grand X c'est n et le nombre de valeurs possibles de grand Y c'est p, eh bien le nombre d'événements qui constituent ce système complet d'événements c'est n fois p. La conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que donc quand on a un couple de variables aléatoires grand XY, la famille des grand X égale xi inter grand Y est égal à petit yj, où i prend toutes les valeurs entre 1 et n et j prend toutes les valeurs entre 1 et p. Donc cette famille est un système complet d'événements qui est adapté à grand X, grand Y, c'est-à-dire adapté au couple. C'est une idée toute simple, mais retenez-la bien, on va beaucoup l'utiliser. Cette remarque, elle va nous amener à cette définition où on va s'intéresser à la loi du couple. Donc la loi du couple XY, qu'on appelle la loi conjointe, c'est la donnée d'une famille de ce type, des couples xi, yj et des nombres pij, tels que les xi désignent les valeurs possibles de grand X, les yj désignent les valeurs possibles de grand Y, et ensuite pour tout couple d'entiers ij, la quantité qu'on appelle pij, eh bien c'est la probabilité que grand X vaille xi et que grand Y vaille yj. Autrement dit, la probabilité d'un des événements du système complet d'événements dont on a parlé précédemment. Alors, vous remarquez ici que nous, on a utilisé une intersection à cet endroit-là, mais vous trouverez aussi parfois une virgule, ça veut dire exactement la même chose. Petite remarque, si jamais on fait la somme des PIJ, ça vaut bien évidemment 1, comme toute distribution de probabilité. Mais attention, cette somme, c'est une somme double, c'est-à-dire une somme sur deux indices, i entre 1 et n, et j entre 1 et p. Autre remarque, comme c'est une somme double à deux indices comme ça, on peut aussi la voir comme étant la somme sur i de la somme sur j des PIJ, ou encore comme étant le contraire, la somme sur j de la somme sur i des PIJ. Dans ce cas-là, on sait qu'on peut intervertir les sommes sans problème. La morale de cette histoire, c'est que eh bien, la loi d'un couple de variables aléatoires, c'est exactement comme n'importe quelle variable aléatoire. Elle est définie par des valeurs possibles d'une part et une distribution de probabilité d'autre part. Pour illustrer tout ça, on va prendre deux exemples simples, mais qui, vous allez le voir, vont révéler une certaine subtilité. Voici le premier exemple. On jette 2 dés et on note grand X le résultat du premier et grand Y le résultat du second. On va s'intéresser à la loi de X, la loi de Y et surtout la loi du couple XY.
Alors pour grand X pris isolément, c'est pas très compliqué, hein. Les valeurs possibles de grand X, ce sont les entiers compris entre 1 et 6. Et puis pour les probabilités, pour tout i, la probabilité que x vaille i, eh bien c'est 1/6. On considère que les dés sont équilibrés. Autrement dit, en fait, la loi de grand X, eh bien c'est la loi uniforme sur l'intervalle d'entiers 1, 6. Maintenant, pour grand Y pris isolément, eh bien c'est exactement la même chose, hein. La loi de grand Y, c'est la loi uniforme sur ce même intervalle d'entiers. Maintenant, intéressons-nous donc à la loi du couple. Les valeurs possibles de ce couple, ce sont donc les couples d'entiers où chacun des deux entiers appartient à 1, 6. Ça, c'est un ensemble qu'on peut aussi noter l'intervalle d'entiers 1, 6 au carré. OK. Pour les probabilités, si on fixe un couple d'entiers IJ, eh bien la probabilité qu'on avait notée PIJ, et qui est donc la probabilité que x vaille i et que y vaille j, on sait parfaitement la calculer, puisque ici on peut considérer que les dés sont indépendants, donc ça donne le produit des probabilités, c'est-à-dire 1/6 fois 1/6, c'est égal à 1/36. Une façon standard de représenter la loi du couple, c'est de faire un tableau à double entrée. Ici, on va représenter sur les lignes les valeurs possibles de grand X, et pour les colonnes, les valeurs possibles de grand Y. À l'intérieur du tableau, on écrit les probabilités élémentaires, c'est-à-dire les PIJ. Vous voyez, par exemple, cette case-là du tableau correspond à l'événement élémentaire où grand X vaut 3 et grand Y vaut 4. Et la probabilité de cet événement, comme on l'a dit, eh bien, c'est 1/36, tout comme la probabilité de tous les événements élémentaires qu'il y a dans ce tableau. En fait, les 36 événements élémentaires sont tous de probabilité 1 sur 36. Donc la conclusion qu'on peut apporter à cet exemple 1, c'est que le couple XY suit la loi uniforme sur l'ensemble, eh bien, l'intervalle d'entiers 1, 6 au carré. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on ne lance qu'un seul dé. On note x, le résultat de ce dé, la face du dessus, donc là, ici, x vaut 2 sur ce petit dessin. Et maintenant, pour la deuxième variable aléatoire grand y, y désigne le numéro de la face du dessous. Alors, sur ce dessin ici, y vaudrait 5. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les dés standards sont construits de la même manière. La somme des faces opposées fait toujours 7. Donc le 2 est opposé au 5, le 1 est opposé au 6 et le 3 est opposé au 4. Dans cette situation, on va s'intéresser comme tout à l'heure à la loi de x, à la loi de y et enfin à la loi du couple. Alors pour la loi de x, il n'y a pas de mystère, c'est bien évidemment toujours la bonne vieille loi uniforme sur l'intervalle d'entiers 1, 6. Maintenant, pour la loi de y, eh bien c'est aussi la même loi uniforme. Alors il y a plusieurs manières de le voir. Tout d'abord, la face du dessous, il y a autant de chances que ce soit un 1, un 2, un 3, etc. Les probabilités sont toutes de 1/6, tout comme la face du dessus. OK. Une autre façon de le voir, très intéressante, c'est de faire un lien entre les probabilités qui concernent y et les probabilités qui concernent grand X. Pour tout cas appartenant à 1, 6, en fait, la probabilité que y vaille k, eh bien, c'est la probabilité que x vaille 7 moins k. Et oui, comme je vous le disais, la somme des faces opposées doit toujours faire 7. Donc, grand X est toujours égal à 7 moins grand Y. L'événement grand Y est égal à k, il est donc égal à l'événement grand X est égal à 7 moins k. Maintenant, la probabilité que x vaille 7 moins k, c'est la probabilité que x vaille n'importe quoi, c'est-à-dire 1/6. Donc on retrouve bien que y suit cette loi uniforme. Passons à la loi du couple XY. Pour déterminer cette loi, eh bien, on va tracer le tableau à double entrée qu'on avait fait tout à l'heure et on va le compléter ensemble. Regardons la première case ici. Elle correspond à l'événement où x vaut 1 et y vaut 1. Mais en fait, cet événement, il est impossible, puisque justement, si x vaut 1, nécessairement y vaut 6, et donc ne peut pas valoir 1. Donc la probabilité de cet événement ici, c'est 0. La case d'à côté à droite, c'est l'événement qui correspond à x égale 1 et y égale 2, et lui aussi, c'est un événement impossible, donc il est de probabilité 0. En fait, ce qu'on comprend, c'est que dans cette ligne ici où x vaut 1, toutes les probabilités vont valoir 0, sauf une, qui est celle qui correspond à y est égal à 6. Et cette probabilité ici, elle va être de 1/6. Quelle est la probabilité que x vaille 1 et que y vaille 6? Eh bien, c'est tout simplement la probabilité que x vaille 1 tout court, puisque si x vaut 1, mécaniquement, y vaut 6. Ensuite, sur la deuxième ligne, qui correspond à l'événement x est égal à 2, eh bien, toutes les probabilités vont être égales à 0, sauf une seule, celle qui correspond à y est égal à 5. Cette probabilité va valoir 1/6 comme la précédente. Et puis, dans la ligne 3, la seule probabilité qui va être non nulle, c'est celle qui correspond à x égale 3 et y égale 4, etc., 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 jusqu'à la dernière ligne, où le seul événement possible, ça sera x égale 6 et y égale 1. Dans le tableau, toutes les autres cases contiennent des zéros. Voilà, ce tableau donne la loi conjointe, la loi du couple XY.
Alors pourquoi est-ce que ces deux exemples sont si instructifs? Eh bien, c'est parce que si jamais on regarde ce qu'on appelle les lois marginales, c'est-à-dire la loi de x d'une part et la loi de y d'autre part, eh bien, c'est exactement les mêmes situations dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2. Alors que si maintenant on regarde ce qu'on appelle la loi conjointe, c'est-à-dire la loi du couple, là, ça n'a strictement rien à voir. On a une loi uniforme dans l'exemple 1 et une toute autre loi dans l'exemple 2. Ce que ça montre, c'est que donc la connaissance de la loi de x d'une part et de y d'autre part, ce qu'on appelle les lois marginales, ne suffit pas du tout à connaître la loi du couple xy qu'on appelle la loi conjointe. En fait, moralement, pour avoir la loi du couple, eh bien, il faut comprendre les liens de dépendance probabiliste qu'il y a entre les variables x et y. À ce titre, en fait, les deux exemples présentent des situations qui sont diamétralement opposées. Dans l'exemple 1, les variables x et y, elles sont indépendantes l'une de l'autre, alors que dans l'exemple 2, en fait, c'est tout le contraire, elles sont entre guillemets archi-dépendantes l'une de l'autre, puisqu'on a une relation y est égal à 7 moins x, qu'on pourrait qualifier de lien déterministe. Un lien déterministe entre deux variables aléatoires, c'est un lien qui permet, si jamais on connaît la valeur de l'une, de connaître de façon certaine la valeur de l'autre. Maintenant, attention, quand on parle de lien de dépendance entre deux variables aléatoires x et y, n'allez surtout pas croire que ces deux cas, l'indépendance d'une part et le lien déterministe d'autre part, sont les seuls possibles. Pas du tout. Entre ces deux cas extrêmes, il y a bien évidemment une infinité de liens de dépendance possibles, divers et variés. Reprenons le cours à proprement parler. Comme je vous le disais, quand on a un couple de variables aléatoires x, y, la loi de x d'une part et la loi de y d'autre part sont appelées les lois marginales du couple x et y. Et donc, comme on vient de le voir, attention, les lois marginales ne permettent pas de déduire la loi conjointe. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a le contraire. Si on connaît la loi conjointe, alors on peut en déduire les lois marginales. Autrement dit, si jamais vous connaissez la distribution de probabilité des PIJ, alors vous pouvez en déduire les probabilités qui concernent grand X et aussi les probabilités qui concernent grand Y. C'est l'objet du théorème suivant. Intéressons-nous tout d'abord aux probabilités qui concernent grand X. La proba que grand X vaille l'une de ses valeurs xi, avec ici i qui est un indice fixé, eh bien c'est une somme des PIJ, mais regardez bien, dans cette somme i est donc fixée et on ne somme que sur j. C'est la somme pour j allant de 1 à p, de façon en fait à couvrir toutes les valeurs possibles de grand Y. Cette formule elle repose sur une idée géométrique qui n'est pas compliquée du tout. Représentons grand oméga et représentons le système complet d'événements qui est adapté donc au couple grand X, Y. L'événement qui nous intéresse, donc grand X égale xi, c'est l'événement ici qui est hachuré en bleu. Ce qu'on est en train de dire, c'est que cet événement-là, on peut le voir comme étant, premièrement, son intersection avec l'événement grand Y égale y1. Ça, c'est un événement qui est de probabilité PI1. Union, ensuite, son intersection avec l'événement y égale y2. Ça, c'est de probabilité PI2. Etc., etc., etc. Union, 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 union le dernier, c'est-à-dire son intersection avec y égale yp. Ça, c'est un événement qui est de probabilité PIP. Et donc, puisque x égale xi est l'union de tous ces petits événements élémentaires, eh bien, sa probabilité, c'est la somme de toutes ces probas élémentaires, et c'est exactement ça que dit la formule. Il y a une autre façon de visualiser ce théorème en utilisant cette fois-ci le tableau des PIJ, c'est-à-dire de la distribution de probabilité qui concerne le couple grand X, grand Y. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la probabilité que grand X vaille xi, on peut l'obtenir en faisant ici la somme des PIJ sur cette ligne-là, à savoir la ligne d'indice i. Passons à la démonstration de ce résultat. Fixons un indice i appartenant à un n, on s'intéresse donc au nombre, la probabilité que x vaille xi. Ce qui se passe en fait, c'est que les événements suivants, les grand Y est égal à YJ, forment un système complet d'événements. En fait, c'est même le système complet d'événements qui est adapté à la variable aléatoire grand Y. Donc, d'après la formule des probabilités totales, et oui, c'est elle qui intervient, la probabilité que grand X vaille xi, eh bien, c'est la somme des probas que x vaille xi inter grand Y est égal à YJ. Et ici, on fait la somme pour J allant de 1 à P. Ces probabilités-là, eh bien, c'est très précisément les PIJ ici. Donc, on obtient bien la somme sur J des PIJ et la démonstration est terminée. En ce qui concerne maintenant les probabilités qui concernent la variable aléatoire grand Y, regardez en haut, ça va se passer exactement de la même manière. La probabilité que Y vaille l'une de ces valeurs YJ, où cette fois-ci c'est l'indice J qui est fixé, eh bien c'est une somme des PIJ, mais avec J fixé, et cette fois-ci on somme sur I variant de 1 à N. Dans grand oméga, on est en fait en train d'écrire que cet événement grand Y est égal à YJ, c'est une union sur I des événements, eh bien lui-même, inter les grand X égale XI.
Maintenant, dans le tableau des PIJ en bas à gauche, on est en train de dire que la proba que Y vaille YJ, c'est la somme sur cette colonne ici des PIJ. La démonstration, en fait, c'est exactement la même. On arrive maintenant au moment le plus important de cette vidéo, donc là suivez bien, et d'ailleurs on fera juste après un petit exercice d'application. C'est en fait un corollaire du théorème précédent. On a donc vu que la probabilité que x vaille xi, on peut l'écrire comme étant la somme des probabilités que x vaille xi et que y vaille yj. Et donc comme on l'a dit, c'est une formule des probabilités totales qui se cache derrière. Mais en fait maintenant, cette probabilité de l'intersection, on peut l'écrire de cette manière-là. On peut la voir comme étant la probabilité que y vaille yj fois la probabilité, sachant cela, que x vaille xi. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est l'autre formule des probabilités totales. Cette formule, elle s'avère très utile dans un cas qui arrive très souvent en probabilité, à savoir la situation où vous cherchez la loi d'une variable aléatoire x, mais l'énoncé ne vous permet pas directement d'avoir les probabilités concernant x parce que c'est compliqué. Mais par contre, ce que l'énoncé vous permet d'avoir facilement, c'est deux choses. Premièrement, la loi d'une variable aléatoire grand Y, ce qui vous donne donc ces probabilités-là. Et puis, deuxièmement, non pas la loi de x, mais la loi de x une fois qu'on sait ce que vaut y. Ça consiste à obtenir les probabilités suivantes. Si vous avez ces deux informations-là, alors cette formule, elle vous permet de remonter à la loi de x, puisqu'elle vous permet d'obtenir ces probabilités-là. On dit alors qu'on conditionne par rapport à y. Passons à la pratique, voici un exercice typique pour illustrer cette technique. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors tout d'abord, commentons un petit peu cet énoncé. On est vraiment typiquement dans la situation décrite précédemment, puisque la loi de x, l'énoncé ne permet pas de l'avoir directement. On connaît bien évidemment les valeurs que peut prendre la variable x, c'est 0 ou 1, ce qui nous fait comprendre que du coup la loi de x ce sera une loi de Bernoulli. Cela dit, le paramètre de cette loi de Bernoulli, c'est-à-dire la probabilité que x vaille 1, lui, il est difficile à obtenir. Pourquoi? Eh bien parce que de base, on ne sait pas le nombre de boules blanches qu'il y a dans l'urne. Ce nombre, il dépend de grand N. Mais justement, si maintenant on sait ce que vaut grand N, alors on connaîtra la loi de x. Autrement dit, la loi de x, sachant la valeur de grand N, on la connaît parfaitement avec l'énoncé. Et puis deuxièmement, la loi de grand N en elle-même, on la connaît aussi, puisqu'on dit qu'on tire un entier au hasard entre 1 et n, donc on dit dans l'énoncé qu'il y a équiprobabilité, donc en fait la proba de chaque entier, ce sera 1 sur n. Donc allons-y maintenant pour la correction. Commençons donc par la loi de grand N, c'est une loi uniforme sur l'intervalle d'entiers entre 1 et n, ce qui signifie que pour tout cas appartenant à 1 n, eh bien, la probabilité que n vaille k, c'est 1 sur n. Ensuite, deuxièmement, si on fait la supposition que n vaut k, pour k un entier quelconque, alors à ce moment-là, on sait ce qu'il y a dans l'urne. Elle contient donc k boules blanches et par élimination 2n-k boules noires. À ce moment-là, on peut connaître les probabilités sur grand X. La probabilité, donc sachant que n égale k, que x vaille 1, eh bien c'est k divisé par le nombre total de boules, c'est-à-dire sur 2n. Et puis également la probabilité, sachant n égale k, que x vaille 0, c'est 1 moins ça, c'est-à-dire 1 moins k sur 2n. Ok. C'est bon, on est dans la situation où on va pouvoir utiliser la formule précédente. C'est une formule des probabilités totales, bien évidemment. Donc on le dit, selon le système complet d'événements qui est adapté à la variable aléatoire grand N. Allons-y, donc la probabilité que x vaille 1, c'est la somme pour k allant de 1 à n de la proba que n soit égal à k fois la proba, sachant cela, que x vaille 1, et donc c'est la somme des 1 sur n fois k sur 2n. À partir de maintenant, c'est juste un calcul. Alors vous voyez que dans cette somme, on a des quantités qui ne dépendent pas de k, donc on peut les mettre en facteur de la somme. Et puis on va se retrouver avec la somme des k qui vaut, je le rappelle, n plus 1 sur 2. Donc après simplification, on obtient n plus 1 sur 4n. Ok. Pour ensuite la probabilité que x vaille 0, il n'y a pas besoin de refaire un calcul, c'est 1 moins la probabilité précédente, on a gagné. Donc la conclusion de cet exercice, c'est que cette variable aléatoire x, elle suit une loi de Bernoulli de paramètre n plus 1 sur 4n. Alors là, il y a une erreur classique que j'aimerais vous signaler, un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Ce serait de faire un raisonnement du type, alors l'urne, au moment où on pioche la boule, elle contient grand N boules blanches sur un total de 2n, donc du coup grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre grand N sur 2n. Attention, cette écriture n'a aucun sens. Lorsque vous parlez du paramètre d'une loi de Bernoulli, ce paramètre, ça doit être juste un réel compris entre 0 et 1. Quand je dis un réel, c'est une constante. Et ici, grand N, mais ce n'est pas du tout une constante, c'est une variable aléatoire. Donc, cette écriture n'a pas de sens. En fait,
Je vois bien ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que si jamais on connaît la valeur de grand N, alors on connaît la loi de grand X. Mais dans ce cas-là, en fait, on est en train de parler d'une loi conditionnelle. Donc une façon correcte de dire exactement la même chose, c'est de dire que pour tout cas appartenant à un N, sachant l'événement N égale K, la loi de X, c'est une loi de Bernoulli de paramètre K sur 2N. Voilà, là on met un réel constant comme paramètre de Bernoulli, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, en fait, c'est intéressant ce point de vue, puisque justement, ça permet d'éclairer ce qui a été fait. En fait, sachant n égale 1, on est en train de dire que x suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 2n. Sachant grand N égale 2, on dit que x suit la loi de Bernoulli de paramètre 2 sur 2n. Jusqu'à sachant n égale petit n, x suit la loi de Bernoulli de paramètre n sur 2n, c'est-à-dire de paramètre 1,5. En fait, le calcul qu'on a fait précédemment et qui donc déterminait la loi absolue de grand X, c'est-à-dire pas la loi de X sachant quoi que ce soit, mais vraiment la loi de X sachant rien du tout, eh bien cette loi c'était en fait une sorte de mélange équiprobable de toutes ces lois. Alors, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de loi conditionnelle, on va définir ce que c'est proprement dans le cours. On revient au cas de deux variables aléatoires grand X et grand Y, et si jamais on fixe un indice J appartenant à un P, ce qu'on appelle la loi conditionnelle de grand X sachant l'événement Y égale YJ, eh bien c'est la distribution de probabilité, alors non pas les probas que X vaille XI, mais les probas sachant Y égale YJ de ces événements X égale XI. Sur le dessin, eh bien, ça signifie qu'au lieu de se placer dans grand oméga tout entier, on ne se place que sur le sous-univers où grand Y vaut YJ. Et donc, à l'intérieur de ce sous-univers, on regarde les proportions des événements grand X égale XI. Ok. De façon plus générale que ça, en fait, ce qu'on appelle la loi conditionnelle de grand X sachant n'importe quel événement grand A, eh bien, c'est la distribution de probabilité des probas que grand X vaille XI, mais sachant grand A. Ok. Terminons cette vidéo avec une généralisation de ce qu'on a fait à non pas deux variables aléatoires, mais un n-uplet de variables aléatoires. Un n-uplet de variables aléatoires, c'est une variable aléatoire de ce type-là, qui, à n'importe quelle éventualité oméga de grand oméga, associe un n-uplet. Quelque chose du type x1 de oméga jusqu'à xn de oméga, où x1, xn sont des variables aléatoires. Alors, x1 est à valeur dans un ensemble E1, quelconque, et xn est à valeur dans un ensemble en quelconque, de sorte que z est donc à valeur dans le produit cartésien ici des ei. Exactement comme pour deux variables aléatoires, ici les lois de x1 isolément, de x2, etc. jusqu'à la loi de xn isolément, qui sont donc appelées les lois marginales de z, ne caractérisent pas la loi du n-uplet z. Ok. En revanche, les petites probabilités élémentaires, là, du type x1 est égal à quelque chose, inter x2 égale quelque chose, inter jusqu'à xn est égal à quelque chose, eh bien ces probabilités-là, elles forment une distribution de probabilités qui, elle, caractérise bien la loi de z. Donc la conclusion, c'est que un n-uplet de variables aléatoires, c'est comme n'importe quelle variable aléatoire, quelque chose dont la loi est caractérisée par, premièrement, les valeurs qu'elle peut prendre, et là c'est juste que c'est des n-uplets, et deuxièmement les probabilités de prendre ces valeurs-là.